Hi everyone. J'espère que ce micro va marcher cette fois-ci parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais welcome back to ma chaîne, The Wanderlust Librarian. Meilleurs vœux pour 2025. Et comme vous le voyez sûrement avec le titre de cette vidéo, j'ai quelques annonces à faire pour cette nouvelle année. Comme on dit, New Year, New Me. Et pour ce cas ici, ce sera un nouveau concept sur cette chaîne. Après beaucoup de réflexion, je pense qu'il est grand temps pour moi de faire une transition du français vers l'anglais. Voilà. Alors quand j'ai créé cette chaîne YouTube au tout début, il y a 2 ans maintenant, l'idée était de la faire en français parce que je vis à l'étranger et que je parle très rarement français dans ma vie quotidienne. Et du coup, l'idée était de la faire en français pour un petit peu garder ce français dans ma vie, on va dire, pas quotidienne, mais un petit peu dans ma vie, quoi, de toujours l'utiliser et surtout de ne pas le perdre. Parce que mes parents vous diront que je parle de moins en moins bien français. Malheureusement, ça s'est trouvé très difficile parce que je lis beaucoup, beaucoup, trop peut-être en VO. La plupart de mes livres, toute l'étagère derrière moi ne sont que des livres en anglais d'auteurs anglophones. J'ai quelques livres en français que j'essaye désespérément de sortir de ma palle, mais je vous avoue que c'est très difficile pour moi de lire en français. Et du coup, faire des vidéos sur des livres que j'ai lus en anglais dans une autre langue s'est avéré un petit peu compliqué également. La gymnastique cérébrale, là-haut, ne fonctionnait pas. Et puis, je me suis aussi rendu compte que beaucoup des livres dont je vous parlais sur cette chaîne ne sortaient pas forcément en version française. Et si vous suivez une booktubeuse qui parle français, c'est peut-être pour trouver des livres que vous pouvez lire dans une langue que vous maîtrisez. Voilà. Avec ça en tête et aussi avec l'idée de garder cette chaîne YouTube, d'en faire quelque chose un petit peu plus, comment mieux, on va dire, un petit peu plus, d'être un petit peu plus sérieuse, d'arriver à garder un rythme de vidéo et puis de retrouver un petit peu cet attrait qui m'avait beaucoup intéressé, qui était de partager des livres et de pouvoir discuter sur des livres. Je pense que de le faire en anglais sera un petit peu plus fun pour moi, moins stressant, mais je garderai quand même des vidéos en français pour ceux d'entre vous qui me suivez et qui êtes intéressés par mon contenu. Je pense que je les sortirai à peu près tous les 2 mois et ce sera sûrement des vidéos bilan de mes lectures, surtout que j'ai pas prévu de lire beaucoup en 2025, donc les faire à un rythme mensuel, vous risquez d'avoir une vidéo sur 3 bouquins, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'annonce majeure concernant cette chaîne YouTube pour 2025. Le gros changement, vous aurez moins de vidéos en français de ma part. Si vous êtes intéressé, si vous aimez lire en VO et vous êtes intéressé par tous ces livres que je découvre qui ne sont pas forcément disponibles pour l'instant en librairie francophone, eh bien, je vous invite quand même à regarder les autres vidéos parce que on va parler de ces livres. Voilà. La deuxième annonce, c'est plutôt sur la vie personnelle, on va dire. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, si vous avez vu que je n'ai pas beaucoup lu en 2024, encore moins fin 2024. Et je pense qu'on va garder cette tendance pour 2025. En 2023, il me semble, j'ai lu 100 livres. 100 livres, c'était énorme. 120 même, 120 livres, ce qui était énorme. J'aurais bien voulu faire la même chose cette année et je me suis retrouvée en grosse panne de lecture et puis je vous avoue que j'ai beaucoup d'autres choses en tête en ce moment et qui vont m'occuper énormément en 2025 et pour les années à venir. Je pense que ça va m'occuper sur les prochains 20 ans. Donc on va prendre un rythme un petit peu plus lent, on va être un petit peu plus raisonnable dans la lecture et vraiment faire de la lecture un une activité, un hobby comme on dit en anglais et non pas quelque chose d'industriel où on essaye de lire 40 livres dans le trimestre. Je ne sais pas comment vous le faites, ceux qui arrivent à le faire ça en ayant une vie, du travail, etc. à côté. Moi, je n'y arrive pas et ça me gâche un petit peu mon plaisir de lecture. Donc 2025 va être une année aussi petite niveau lecture que 2024, peut-être plus petite, parce que si vous arrivez à lire sur mon t-shirt, j'attends un enfant. Et du coup, je suis assez réaliste sur le fait que je vais avoir moins de temps pour lire. Voilà, je dors énormément en ce moment. On est 2 semaines dans janvier, je n'ai toujours pas fini un seul livre, donc
je vais être réaliste et ne pas mettre la barre trop haut pour moi en type de lecture. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même quelques objectifs lecture. J'aimerais bien finir ma palle ou au moins lire autant de livres que j'ai dans ma palle. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai 66. Je crois que ça ne compte pas tous les livres en français, mais vous ne m'en voudrez pas parce que ceux-là, je vais avoir beaucoup de mal à les sortir. Voilà, j'ai 66 livres en tout cas que j'ai répertoriés sur Goodreads, que je veux lire pour 2025. Et donc, c'est mon objectif lecture, 66 livres. Si je lis autre chose que ces 66 livres, par exemple que je m'achète un nouveau livre, que je fais une petite folie, ça comptera dans mon objectif lecture de 66 livres. Tant pis s'il me reste quelques livres en palle à la fin de l'année. Mais l'idée, c'est de lire principalement ma palle. Et c'est tout, pas d'autres chichis, rien d'autre. Peut-être de lire un livre francophone quand même, un roman français par mois. J'en ai un pour ce mois de janvier, c'est Et trois pommes tombèrent du ciel. Et ce n'est pas un roman français, c'est un roman en français, mais qui n'a pas du tout écrit par un auteur francophone. Donc je triche un petit peu, mais ça fait partie de ma palle française. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près mes objectifs. Un autre objectif, et si vous avez des recommandations pour ça, si ça vous intéresse, vous êtes aussi curieux que moi, c'est de lire un petit peu de littérature africaine. Alors là, il faudra définitivement que j'achète des livres parce que je n'ai absolument pas de littérature africaine sur mes étagères. Et par littérature africaine, je veux dire des auteurs d'Afrique, pas des auteurs afro-américains. Ça, je veux vraiment découvrir l'Afrique à travers ses romans, le côté rural, les traditions, les mythes. Voilà, un petit peu tout ça. Et puis surtout le style d'écriture, parce que c'est quelque chose que je réalise en lisant beaucoup, notamment de littérature asiatique. Chaque style d'écriture est un petit peu différent. Et donc, je suis assez curieuse de la codification sur la littérature africaine. Donc, on va essayer de faire ça aussi cette année. Et si vous avez des recommandations, je suis preneuse et je vous ferai un retour dans mes vidéos francophones bimensuelles. Voilà. Parlons livre. Comme je vous ai dit, 2024 a été une, une année difficile niveau lecture. Et en regardant Goodreads il y a quelques jours pour préparer cette vidéo, je me suis rendu compte que ça a aussi été une année difficile niveau qualité de lecture. Je n'ai pas beaucoup de livres avec 5 étoiles. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis devenue extrêmement stricte dans mes lectures. Je ne sais pas si peut-être c'est parce que je lis trop de livres tendance entre guillemets qui pour moi finissent par se répéter et du coup m'intéressent moins. C'est un petit peu la question. On va voir comment je vais faire 2025. Je vais peut-être essayer de changer mon système de notation, de me mettre des règles un petit peu. J'ai vu une youtubeuse, je vous la mettrai dans la description ou sur l'écran, une youtubeuse anglaise, anglophone, qui expliquait qu'elle avait un nouveau système d'ailleurs, ça s'appelle Pitch, c'est le nom de son chat, qui avait 5 points, un point sur l'intrigue, un point sur les personnages, j'ai oublié les autres, et c'est chaque section de sa notation était sur 5 et ensuite ça lui faisait du coup une note sur 25 qu'elle divisait par 5 qui avait 5 étoiles. Donc j'ai peut-être essayé de faire ça, essayer de me mettre un petit peu plus de règles et un petit peu plus structurer mes avis et ma notation des livres parce que pour moi 5 étoiles c'est extrêmement abstrait et il y a peut-être des livres qui m'auront mis un gros coup de poing sur le moment, comme ça a été le cas quand je regarde cette liste. Et puis maintenant que j'y repense, 3 mois plus tard, je me dis ouais, c'était sympa, sans plus quoi. Donc voilà, une année, encore une fois, je sais pas pour vous si ça a été le cas, difficile avec 80 livres de lus en 2024 et je crois que 4 coups de cœur. Voilà. Parlons de mes coups de cœur. Alors le premier, mais sans doute, ça doit être même le coup de cœur, le meilleur livre que j'ai lu en 2024, c'est If We Were All Villains de ML Rio, que je vous conseille, que je vous recommande, que vous devez tout de suite, si vous ne l'avez pas lu, vous précipiter dans votre librairie et vous l'acheter, vous mettre sous un plate et le lire. C'est la consigne du jour. C'était vraiment magnifique, j'en ai eu long. Alright, j'étais en train d'éditer, je me suis rendu compte que les 15 dernières minutes de la vidéo à éditer sont silencieuses parce que j'ai trop touché mon micro, donc je n'ai fait que l'éteindre. Voilà, donc on reprend. Mais du coup, je vais vous parler de If We Were Villains de ML Rio, qui est encore une fois mon coup de cœur de 2024. C'est une sorte de Dark Academia, je dirais,
Dark Academia littéraire. Ça m'a un petit peu fait penser à The Secret History que j'ai aussi lu cette année, enfin 2024. Je pense que If We Were Villain est 2 fois plus accessible, mais définitivement, si vous connaissez un petit peu le théâtre et les pièces de Shakespeare, vous gagnez en clé de compréhension. Voilà. Dans If We Were Villain, on suit un groupe d'étudiants qui étudient l'art dramatique dans une école prestigieuse, mais également une école un petit peu isolée. Ils sont que 6, je crois, 6-7 dans leur promo, dans leur dernière année. Et cette école a l'idée, que je trouve quelque peu dangereuse, de n'étudier que les pièces de Shakespeare. Voilà, ça vous met un petit cadre. On est dans une université qui a l'air extrêmement paradisiaque, avec un lac, la forêt, une sorte de mini château qui sert de dortoir. Bref, un truc un petit peu à l'américaine, grand campus, grand terrain, mais sombre. Rajouter ce côté un petit peu sombre, à la Harry Potter, quoi. Non, 6-7 amis, je sais plus le nombre, sont du coup tous étudiants dans la même classe et amis, il y a un groupe assez soudé, sauf qu'il va se passer quelque chose et l'un d'entre eux va mourir. Et en fait, on suit à travers ce roman raconté par un des personnages comment la chaîne d'événements qui amène cette mort et puis les événements qui suivent, l'enquête policière, les révélations, la conclusion policière. Mais on a aussi tout le côté un petit peu plus les cachotteries du groupe, le revers du décor et cette question qui en vient, est-ce que la personne qu'on a dit qui était coupable est réellement coupable ou pas? Bref, je vais pas trop vous spoiler, j'ai trouvé que c'était un livre excellent. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les détails sur l'art théâtral et cette manière parfois que les acteurs ont de s'investir et de disparaître dans un rôle. Et je pense que quand on est étudiant et qu'on a 19, 20, 21 ans ou même peut-être qu'ils en ont 23, 24, ça peut être extrêmement dangereux et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, et ce qui m'a beaucoup passionné, c'est cette manière dont notre personnages principaux se perdent un petit peu dans les personnages de Shakespeare et ils ne savent plus vraiment où leur personnalité, leur histoire commence et où l'histoire de leur rôle s'arrête. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est la méthode méthodiste, il me semble que c'est ça le nom qui est assez prisé dans les milieux théâtraux et même du cinéma. Et vous avez des grands acteurs d'Hollywood qui utilisent cette méthode. Mais voilà, elle n'est pas sans risque. Et on peut s'y perdre un petit peu dans le rôle. Et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié comment ça a été montré. Ce que j'ai énormément apprécié avec ce roman également, c'est la structure. On raconte ce drame. Alors, c'est peut-être pas un drame à la Shakespeare, mais peut-être que ça l'est au fond parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées. Mais notre narrateur va un petit peu structurer son récit en une pièce dramaturgique classique. On a 5 actes avec des décors, des scènes, des ambiances. Moi qui suis fan, qui était fan en tout cas dans ma jeunesse, qui est très loin maintenant, de théâtre, j'ai beaucoup apprécié cet élément et j'ai trouvé que ça rajoutait vraiment du peps à l'histoire. Donc, euh, donc je vous recommande. Je sais pas trop quoi vous dire sur ce livre sans trop vous spoiler. Moi, ce que je sais, ce qui est sûr, c'est que je vais définitivement lire les autres livres d'Amel Rio. Elle en a sorti un autre, je crois, qui s'appelle Lady Macbeth, qui est une réécriture de cette pièce de théâtre, encore une fois de Shakespeare, très connue. Donc j'ai hâte de lire ça. Et puis il me semble qu'il y en a un autre livre qu'elle a sorti l'année dernière qui s'appelait Burial Grounds, il me semble, à moins que je confonde avec une autre autrice qui a l'air aussi d'avoir ce côté un petit peu gothique que j'ai beaucoup aimé dans If We Were Villains. Et donc, voilà, ce sont les livres de cette autrice définitivement sur ma wishlist et que je pense lire très prochainement, quand j'aurai attaqué ma palle. Voilà. Un autre livre de 2024 que j'ai beaucoup apprécié et dont je vous parlais, c'est The Once and Future Witches de Alix E. Harrow. Ne me demandez pas le titre en français, je l'ai oublié, mais il existe en français et je me rappelle d'ailleurs que quand il est sorti en VF, il était partout sur les réseaux. Ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Et puis il m'a été aussi chaudement recommandé par un ami. Dans The Once and Future Witches, on suit des sorcières. Non, c'est un petit peu les procès de Salem, mais dans une nouvelle ville américaine, dans New Salem d'ailleurs. On suit 3 sœurs qui se séparent, qui se retrouvent dans cette ville de Salem et qui ont une approche différente face à la magie, face à leur position de femme, face à leurs droits, face à ce qu'elles veulent de leur vie et de leur futur. Et honnêtement, au début, tout a l'air de les diviser et au final, les événements de ce roman vont beaucoup les rassembler. J'ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons.
Première raison, je pense pour l'instant, c'est le meilleur livre d'Alix Iaro que j'ai pu lire. Il était beaucoup mieux que les 10 000 portes de Joan Nuary, sans comparaison. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été le système de magie et comment les femmes de cette histoire, pour sauver leur magie et empêcher que les hommes détruisent leurs livres et puis récupèrent un petit peu leur magie, elles vont glisser la magie dans les contes oraux qui se transmettent d'une maman à un enfant, à une petite fille. Et c'est généralement dans la morale qui elles sont quelque peu chantées, des petites comptines que les petits sorts de magie de la vie de tous les jours sont glissés. Et ça m'a vraiment fait retourner dans mes comptines et essayer de chercher ces sorts et un petit peu vraiment ramener la magie dans ma vie à moi. Si je pouvais trouver dans une des comptines, je sais pas, Hansel et Gretel ou peut-être Cendrillon, ce petit sort pour nettoyer mon appartement super rapidement, s'il vous plaît, envoyez-le moi, il me le faut. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette manière de glisser la magie, de la rendre beaucoup plus réelle, beaucoup plus accessible d'une certaine manière, et de pas en faire quelque chose de complètement surréaliste, fantastique, et du coup un petit peu plus lointain pour le lecteur. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est comment au fond la magie est un outil de puissance pour les femmes. C'est pas une magie pour faire des trucs extraordinaires. Je te transforme en prince ou je t'envoie une malédiction. Non, c'est de la magie pour les tout petits trucs de la vie qui rendent leur vie plus facile et qui leur permettent d'être des actrices clés de la société. Et du coup, le fait que les hommes leur retirent cette magie et pointent la magie du doigt, en font quelque chose de vraiment maléfique, qui vient du diable, qu'il ne faut absolument pas utiliser, ça retire vachement aux femmes leur indépendance, leur autonomie et puis d'une certaine manière une certaine partie d'elles-mêmes. Et donc c'est un roman qui se veut quelque peu féministe. On est sur un groupe de sœurs, un combat sororiel, mais définitivement sur un combat féministe et l'importance des femmes telles qu'elles sont dans notre société. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce combat féministe, c'est qu'il y a un groupe d'hommes qui vient bien sûr aider. Et donc du coup, c'est un féministe inclusif et non pas les femmes contre les hommes, mais plutôt les femmes et tous leurs supporters contre un certain groupe d'hommes au pouvoir qui essaient de contrôler la population. Voilà. Donc je vous le recommande si vous aimez les romans historiques, parce qu'Alix Hero est très très forte pour intégrer des éléments historiques dans ses romans également. Les univers magiques, mais qui ne sont pas si éloignés de notre vie quotidienne. Et puis ces histoires sororielles et féministes. Voilà. Je vous ai dit 4 favoris, mais je sais pas pourquoi j'ai dit 4, j'en ai moins. Mais définitivement un livre qui m'a énormément marqué, une série même qui m'a énormément marqué en 2024, et j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, c'est A Discovery of Witches de Rebecca Harkness. Rebecca ou Deborah? De Deborah Harkness. J'arrête pas de l'appeler Rebecca, mais Rebecca, c'est un petit personnage dans sa série, ce n'est pas le nom de l'autrice. J'ai lu en début d'année dernière le tome 2 et le tome 3, je ne peux pas les départager, ils m'ont tous les deux marqués. De toute façon, je les ai lus un petit peu à la suite, j'ai pas pu m'arrêter dans cette série. Si vous aimez l'urban fantasy, les histoires de sorcières, vampires, démons, bah, je vous conseille ce livre. On suit notre personnage principal qui est une sorcière, mais qui refuse un petit peu d'utiliser ses pouvoirs. Donc, une sorcière limitée, on va dire. Elle fuit sa nature, qui se retrouve confrontée à ses pouvoirs et qui doit rattraper 15-17 ans d'éducation qu'elle n'a pas, d'instruction magique qu'elle n'a pas eu, parce qu'elle est la seule personne qui a l'air de pouvoir récupérer un livre à la bibliothèque, le livre des origines, qui toutes les espèces fantastiques veulent récupérer pour des raisons variées. Et elle va être la cible des sorcières, des démons, des vampires qui veulent mettre main sur elle et sur ce livre, et elle va être protégée par un vampire excellent, qui la prend sous son aile, qui la voit comme une personne sans défense, vulnérable, et qui, même si au début veut un petit peu l'utiliser, au final décide de la protéger, comme en fait sa famille fait depuis des années, qui est de protéger les créatures vulnérables. Voilà. C'est une histoire, je vais pas trop vous dévoiler, vous spoiler le reste, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé extrêmement bien écrite. Il y a peut-être quelques petits trucs que vous n'avez pas forcément aimé, notamment si vous n'aimez pas la narration quelque peu lente et contemplative. Notre personnage principal est historienne. Et donc, pour un personnage principal, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en retrait et qui va beaucoup observer ce qui se passe autour d'elle.
Et je peux comprendre que ça frustre un petit peu à la lecture au début, qu'on est là, ça avance pas beaucoup, machin. Mais aller au-delà de ça, parce que ça apporte, moi je trouvais que ça apportait du coup la lenteur dont on avait besoin quand les événements vont commencer à s'enchaîner beaucoup trop rapide. Ça nous permet de nous poser, d'observer avec elle et de voir comment tous les personnages secondaires interagissent ensemble. Et ça, du coup, valorise un petit peu mieux ces relations, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires. Et puis, on suit des vampires, et les vampires vivent des milliers d'années. Donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre leur histoire et comment ils sont arrivés là. Je viens de me rendre compte à la caméra, il fait extrêmement sombre, je suis désolée, il est tard. C'est la seule lumière que j'ai chez moi, mais voilà. Deborah Harkness, elle a sorti, enfin, cette série, du coup, c'est une trilogie, il y a 3 livres. Il y a un 4e livre qui est un spin-off qu'il faut à tout prix que je lise parce que ça parle d'un autre petit vampire qu'on a dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé, c'est son histoire d'amour, etc. Donc j'ai trop envie de lire ça. Et puis surtout, elle a sorti en juillet dernier un 5e livre qui pour moi est le début d'une nouvelle trilogie. Donc je suis trop contente et qui va être sur l'histoire des enfants de nos 2 personnages principaux. Et l'autre partie de la famille, donc on va découvrir, je pense, un nouveau type de magie et j'ai vraiment trop hâte. Mon seul bémol sur ce livre, la seule truc où je pense que ça manque un petit peu et peut-être que dans cette nouvelle série ça va être mieux montré, c'est en quoi les démons sont des personnages fantastiques, surnaturels, parce que pour l'instant les démons pour moi ce sont des personnes extrêmement sensibles avec des capacités artistiques, créatives extrêmement pointues, mais voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de dents qui sortent, il n'y a pas de vie éternelle. C'est plutôt des personnes, du coup, à cause de leur sensibilité et de leur empathie, qui sont beaucoup plus fragiles et moins éternelles, qui durent moins, qui est une mortalité, qui ont une mortalité très élevée. Donc, assez curieuse de voir si elle va développer ça dans les prochains romans. Voilà, en termes de livres favoris qui m'ont marqué pour 2024, je crois que c'est tout. Il y a bien sûr eu des livres où je pourrais leur donner une petite mention spéciale, comme Lessons in Chemistry, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, et qui est aussi un roman féministe qui m'a fait beaucoup réagir. Mais maintenant, quelques mois plus tard, voilà, je suis prête à aller voir la série. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup oublié de ce qu'il se passait dans ce roman. Je sais que ce qui m'avait dérangé, c'était le point de vue du chien. Je ne comprends pas comment un auteur peut écrire un point de vue d'un animal. Ça me perturbe toujours un petit peu et ça m'a même sorti de ma lecture, je crois, pour le Sons in Chemistry. Donc, il va y avoir ce livre. Autre mention spéciale, le rapport de Bourdec de Philippe Claudel, dont je vous ai parlé, je crois, dans ma dernière vidéo, qui a une excellente plume, très très belle plume, mais qui est très sombre. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très sombre. Donc voilà, ça reste un roman français. C'est d'ailleurs le seul auteur français que j'ai lu en 2024. Donc si vous voulez vous aventurer vers cette zone de roman français, littérature contemporaine française, sombre sur la bêtise humaine. Je vous le conseille, la plume est extrêmement jolie, mais ça reste un livre très lourd, avec un message très important, délivré d'une excellente manière, extrêmement bien illustré, mais qui m'a sorti assommée, voilà, qui m'a complètement fait capoute à la fin. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire. C'est pas à cause du rapport de Brodeck que j'ai arrêté de lire, mais ça a, je pense, participé à. Je savais plus quoi faire après. Voilà. J'essaie de réfléchir à d'autres mentions spéciales parce que je me dis que sur 80 livres de lus en 2024, c'est quand même assez léger ces livres qui ressortent à la fin de mon année. Euh, mais je crois que c'est tout, très sincèrement. Donc voilà, 2024, définitivement pas une année qui a été très fructueuse en termes de qualité de lecture. On va voir 2025 ce qui m'attend. Surtout qu'au vu de tous ces changements qui vont arriver dans quelques mois, j'essaye cette année de structurer vachement mes lectures. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai mis quelques templates à cet effet. Je vais faire un bingo cette année. Et puis, je fais aussi ce challenge un mois, un livre recommandé, où du coup, ça me permet d'avoir déjà des livres où je suis obligée de les lire. Janvier, je lis tel livre. Février, je lis tel livre. Bref, ça va m'aider à ne pas laisser ma palle de côté et à ne pas me perdre dans mes occupations quotidiennes de jeune et future maman. Voilà.
Voilà, c'est un petit peu le point que je voulais vous faire avant de, vous parler de mes livres de 2025. Je vous retrouve du coup, comme j'ai dit, dans 2 mois, début mars, fin mars. On verra, le rythme que j'arrive à me trouver pour vous parler de mes lectures de ce début 2025 et puis, bah, moi, je vous souhaite, plein de lectures et plein d'aventures. Voilà, à la prochaine.